Bien, donc après avoir parlé de la loi normale centrée réduite, il est temps d'attaquer maintenant les lois normales de façon plus générale. Alors, on dira qu'une variable aléatoire suit la loi normale de paramètres mu et sigma carré, donc deux paramètres mu et sigma carré. Eh bien ça, c'est si la variable aléatoire définie par z égale x moins mu sur sigma suit la loi normale centrée réduite. D'accord ? Autrement dit, on va définir les lois normales de paramètres mu et sigma carré quelconque à partir de la loi normale centrée réduite. Voilà pourquoi la loi normale centrée réduite est aussi importante. Une loi de probabilité, elle a une fonction de densité. Alors vous allez voir, la fonction de densité des lois normales générales est absolument abominable. Je vous la donne à titre d'information. F de t égale 1 sur sigma racine de 2pi exponentielle de moins 1,5 de t moins mu sur sigma au carré sur R tout entier. Bien évidemment, cette fonction-là n'est absolument pas à connaître par cœur. Par contre, on remarque que si on prend mu égale 0 et sigma égale 1, si sigma vaut 1, on retrouve le 1 sur racine de 2pi de la loi normale centrée réduite. Et puis si mu vaut 0 et t vaut 1, ça disparaît, on trouve bien moins t carré sur 2, on retrouve bien la loi normale centrée réduite, c'est cohérent. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est de voir graphiquement, en fait, à quoi elle ressemble, cette fonction-là. Alors, on va faire un petit peu à l'ancienne. Donc, voilà un exemple avec mu égale 2 et différentes valeurs de sigma. Alors, la première chose qu'on remarque, c'est que ces fonctions de densité, elles ont toutes des formes de courbes en cloche et elles sont toutes symétriques autour de la droite d'équation x égale mu. En l'occurrence ici, x égale 2, j'ai pris mu égale 2. Et puis, la deuxième chose à remarquer, eh bien, c'est l'influence du paramètre sigma. Si sigma est faible ici, on voit que les données sont beaucoup autour de mu et peu de valeurs extrêmes. Par contre, si sigma est plus grand, on voit que la cloche est beaucoup plus étendue. Vous voyez, il y a moins de valeurs ici autour de mu et plus de valeurs extrêmes. D'accord ? Donc, visuellement, on peut voir comment ça se comporte. Bien. Alors, une propriété fondamentale ici, ça maintenant je vais l'effacer, on n'en a plus besoin, c'est que dans ce cas-là, l'espérance de x, c'est mu, facile, et puis son écart type, c'est sigma. D'accord ? Autrement dit, les paramètres de ma loi normale, c'est exactement son espérance, sa moyenne, mu, et son écart type au carré, c'est-à-dire sa variance. D'ailleurs, j'en profite ici pour faire une petite remarque. Faites très attention que dans le problème de terminal S, ici, on utilise comme paramètre sigma carré. Ce n'est pas quelque chose qu'on rencontre partout. Des fois, on utilise simplement sigma ici. Ça dépend des ouvrages. En fait, à ma connaissance, il n'y a pas de norme internationale sur comment noter les paramètres de la loi normale. Certains la notent mu sigma carré, c'est ce qu'on fera dans le cadre de ce cours, mais d'autres la notent mu sigma. Par exemple, quand je fais ce cours en BTS, on utilise mu sigma et non pas mu sigma carré. Donc faites très attention à ça. Si vous avez, par exemple, si on vous parle d'une loi normale, d'une variable aléatoire x qui suit la loi normale, mettons de paramètres 10 et 4, faites bien attention, 10, là c'est mu, il n'y a pas d'ambiguïté. Par contre, 4, pensez bien que c'est sigma au carré, c'est la variance. Autrement dit, on va éviter, moi personnellement, j'évite de noter comme ça. Moi j'aime bien quand les choses sont claires. Donc, plutôt que de mettre 4 ici, moi j'aurais tendance à mettre 2 au carré. Comme ça, là, il n'y a plus d'ambiguïté, c'est vraiment sigma au carré. Ou encore, ce que je préfère aussi, c'est de mettre carrément le nom des paramètres qu'on utilise, à savoir ici la loi normale de paramètres mu égale 10 et sigma carré égale 2 au carré. D'accord ? De sorte que là, il n'y a absolument plus aucune ambiguïté. Bien,
Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour calculer des probabilités avec ces lois normales? Eh bien, on va utiliser cette définition-là. Regardons un exemple. Je vais reprendre donc cet exemple-là. Ça, c'est ma définition. Donc, on va considérer x une variable aléatoire qui suit la loi normale, donc de moyenne mu égale 10 et de variance sigma carré égale 2 au carré. Et puis, je vais chercher à calculer une probabilité. Par exemple, je veux calculer P de x compris, mettons, entre 8 et 12. Cette probabilité-là, on va voir un petit peu plus tard qu'on peut la calculer directement à la calculatrice. C'est immédiat. En pratique, quand on a des valeurs numériques comme ça, quand on connaît tout, c'est ce qu'on utilise. Il y a une façon un petit peu plus... Il y a une autre façon de le faire, disons, qui est de revenir à cette définition-là et de poser z égale x moins 10 sur sigma, c'est-à-dire sur 2, x moins mu sur sigma, et par définition, on sait que ça va suivre une loi normale centrée réduite. Alors, comprenons bien ce qu'on a fait ici, en fait. J'ai ma variable aléatoire x qui a pour moyenne 10. Quand on va soustraire 10, imaginez par exemple des notes. Imaginez, vous avez des notes entre 0 et 20 et la moyenne, elle est de 10 de vos notes. Bon. Si vous enlevez 10 à toutes les notes, qu'est-ce qui se passe? Imaginez que demain, un examen, on dise, bon ben voilà, on enlève 10 à toutes les notes. Est-ce que ce serait légal de faire ça? Ben au final, oui. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'avoir des notes entre 0 et 20, on aurait des notes entre moins 10 et 10. C'est-à-dire qu'on a simplement décalé notre échelle de notes. Et du coup, ma moyenne qui était de 10, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient 0. Autrement dit, si pour avoir l'examen, il faut avoir 10, eh bien, dans mon nouveau système, où les notes sont entre moins 10 et 10, il faudra pour avoir l'examen avoir 0. Ça ne change strictement rien. Et c'est même d'ailleurs comme ça que les élèves font avant le bac. On a tous fait ça une fois dans notre vie. C'est-à-dire, on se dit, bon, alors, si j'ai 12 en maths, ça me fait coef7, donc je suis à plus 14. Ça me fait 2 points au-dessus de la moyenne coef7, je suis à plus 14. Oui, mais si j'ai 9 en anglais, je vais perdre 3 points, donc je vais être à plus 11, etc., etc. Et en fait, l'idée, c'est que quand on regarde, quand on essaye de faire des pronostics, qui ne marchent jamais d'ailleurs, mais quand on cherche à faire des pronostics sur ces résultats du bac, eh bien, on part du principe que les points au-dessus de 10 comptent positivement et les points en dessous de 10 comptent négativement. Et le but du jeu, c'est d'arriver à 0, bien sûr, ou plus. Eh bien, cette opération d'enlever mu, de soustraire 10 ici à toutes mes valeurs, ça s'appelle centrer. On part d'une variable aléatoire dont la moyenne est de 10 à une variable aléatoire dont la moyenne est 0. On a centré nos valeurs. De la même façon, maintenant, quand on divise par sigma, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Imaginez que vous ayez une série statistique dont l'écart type soit égal à 3. D'accord? Donc la dispersion, l'indicateur de dispersion est égal à 3. Si vous divisez toutes vos valeurs par 3, ça va avoir tendance à les resserrer. C'est-à-dire, et ça on pourrait, ça c'est un calcul assez simple, une propriété de calcul assez simple sur sigma, c'est-à-dire que si vous avez un écart type égal à 3 et que vous divisez toutes vos notes par 3, votre nouvel écart type il devient égal à 1. Eh bien, en faisant cette opération de diviser par sigma, on dit qu'on a réduit. C'est-à-dire que on soustrait mu, on centre, on divise par sigma, on réduit pour avoir un écart type égal à 1. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire ici, c'est-à-dire que on va commencer par centrer, dire que x est compris entre 8 et 12. Si j'enlève 10 de partout, ça veut dire que x moins 10 est compris entre 8 moins 10 et 12 moins 10. D'accord? Imaginez que ça, ce soit des notes. Dire que vous avez entre 8 et 12, bah, ça revient à dire que vous avez entre moins 2 et 2, avec mes notes centrées. Puis, on va
réduire, c'est-à-dire qu'on va tout diviser par 2. Cet événement-là est équivalent à 8 moins 10 sur 2, inférieur ou égal à x moins 10 sur 2, inférieur ou égal à 12 moins 10 sur 2. En définitive, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que, alors 8 moins 10 moins 2 divisé par 2, ça fait moins 1. X moins 10 sur 2, c'est Z. 12 moins 10 sur 2, c'est 1. Autrement dit, vous voyez, cette probabilité-là, la probabilité que X soit compris entre 8 et 12, eh bien, on peut la calculer en calculant une probabilité sur une loi normale centrée réduite en utilisant ce résultat, en utilisant en fait ce qu'on a pris comme définition de la loi normale de paramètres sigma k. Ça, maintenant, évidemment, on sait le calculer. On a vu ça dans la partie précédente. Ça nous fait 2 phi de 1 moins 1. Donc, je regarde dans mes tables. Phi de 1, c'est 0,8413. Moins 1. Un petit coup de calculatrice. Hop, et je vois que ça fait 0,6826. C'est à peu près égal. Bien. Cette façon de procéder, qui est un petit peu longue, mais qui n'est pas difficile en soi, on centre et on réduit, d'accord? On centre et on réduit. Eh bien, elle est particulièrement intéressante quand on a des paramètres inconnus. Par exemple, si je ne connais pas la valeur numérique de mu, ou si je ne connais pas la valeur numérique de sigma, ou encore si je cherche certaines bornes ici. Là, je ne peux plus utiliser la calculatrice, je n'ai pas toutes mes données numériques à mettre dans la calculatrice. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque fois qu'avec une loi normale, vous avez une question un petit peu théorique, un petit peu difficile, qui ne se résout pas directement à la calculatrice, eh bien, l'idée, dans 100% des cas, c'est je centre et je réduis. Je centre et je réduis. Je centre, je soustrais mu à mes valeurs, et je réduis, je les divise par sigma, pour obtenir une variable aléatoire qui suit la loi normale, centrée réduite. Bien, alors, avec la calculatrice maintenant, comment est-ce qu'on fait pour calculer ces probabilités? Ça, c'est pas grave. Donc, si je veux calculer la probabilité que x soit compris entre 8 et 12, avec la Casio. Alors, la Casio permet de faire des calculs de probabilité sur les lois normales. On va dans Options. Ici, eh bien, exactement comme on a fait pour la loi binomiale, on va dans Stats. Dist, comme distribution. Et puis, on va aller dans le menu norme, comme loi normale. Pour calculer cette probabilité ici, eh bien, on va utiliser la touche NCD. NCD, Normal Cumulative Distribution. Autrement dit, en utilisant ça, eh bien, pour calculer ça, ça va nous donner normal CD. Quand j'appuie sur cette touche-là, voilà ce qui s'affiche sur ma calculatrice. Maintenant, quels sont les paramètres de cette fonction de la calculatrice? Eh bien, d'abord, on va mettre les bornes de notre intervalle, c'est-à-dire 8, 12. Pas de problème particulier là-dessus. Par contre, attention à quelque chose de particulièrement piégeux. Sur la Casio, les programmeurs de cette fonction ont fait, à mon avis, ce qui est une grosse boulette, c'est que dans les paramètres ici, on s'attendrait à mettre 10 et 2, ou éventuellement 10 et 4. Eh bien non, ils ont permuté mu et sigma. Pour une raison qui m'échappe totalement, ils ont permuté les deux. Et donc, du coup, d'abord, il faut bien penser à mettre comme première valeur sigma, en l'occurrence ici 2, et ensuite la valeur de mu, c'est-à-dire 10.
D'accord? Donc faites très attention. D'abord on met sigma et ensuite on met mu. Et ça, j'insiste vraiment très lourdement là-dessus. C'est réellement une source d'erreur, une source de confusion. On trouve des résultats qui sont complètement aberrants, des fois, à cause de ce truc-là. Donc pensez bien que c'est d'abord mu, et ensuite... c'est d'abord sigma, pardon, c'est d'abord sigma, et ensuite c'est mu. Bien, maintenant, comment est-ce qu'on fait si on veut calculer une probabilité de ce type-là? Par exemple, toujours avec cette variable aléatoire, si je veux calculer P de x inférieur ou égal à 12. Bon, le problème ici, c'est que maintenant, on n'a plus de borne à gauche. Je vous rappelle que ma loi normale, elle prend ses valeurs sur R tout entier. X, il pourrait tout à fait être égal à moins 10 ou moins 100. Il n'y a pas de souci, ou moins 1000. C'est pas parce qu'on interprète en termes de notes, il faut faire attention à ça, c'est juste une modélisation, mais ma loi normale, en tant que telle, elle prend ses valeurs tout le temps sur R tout entier. Donc ici, dans l'absolu, ma bande de gauche, ce serait d'une certaine façon moins l'infini. Bon, comment on va faire pour la calculatrice pour faire moins l'infini? Ben, on va prendre la plus grande valeur négative possible pour la calculatrice. Il se trouve que sur la Casio, cette valeur, c'est moins 10 puissance 99. Autrement dit, on va faire normal CD de moins 10 puissance 99, moins 1 E99, moins une fois 10 puissance 99. Et ensuite, on va mettre les paramètres, donc la bande de droite 12, et puis donc sigma puis mu, c'est-à-dire 2 et 10. D'accord? De la même façon, si on veut P de x plus grand qu'une certaine valeur, eh bien à ce moment-là, c'est la bande de droite qu'on mettra plus l'infini, c'est-à-dire plus 10 puissance 99. Un autre problème qui peut se poser à nous, toujours avec cette variable aléatoire, c'est qu'on peut se demander où sont 95% des valeurs les plus faibles. Si je schématise, donc voilà la densité, donc là centrée en 10. La question que je me pose, c'est, ok, quelle est la valeur ici pour que à gauche, on ait 95%, c'est-à-dire une R de 0,95, une probabilité de 0,95. Autrement dit, quelle est la valeur de A? Je vais l'appeler A, c'est lui. Qui est telle que la probabilité que X soit plus petit que A, ce soit égal à 0,95. Donc là, ce n'est pas un calcul de probabilité qu'on fait. C'est, on connaît une probabilité et on cherche la valeur à mettre ici. Eh bien, pour résoudre ce problème, on va utiliser la touche de mémoire, c'est inv_n, c'est ça, inv_n, toujours dans le menu de la loi normale, et on va taper donc inv_n qui nous fait inv, que je fasse pas d'erreur de syntaxe, inv norme cd. On va mettre comme paramètre notre 0,95. Et enfin, comme d'habitude, on va mettre sigma et mu, c'est-à-dire 2 et 10. D'accord? Je me demande quelle est la valeur pour que la probabilité que x soit inférieure à cette valeur. Je vais quand même noter A ici. Je cherche le nombre A pour que la probabilité que x soit plus petit que A, ce soit égal à 0,95. Donc CD, c'est la loi normale inverse. Ce n'est pas un calcul direct de probabilité, c'est je cherche une valeur en connaissant une probabilité. Bien.
Pour terminer, eh bien, quelques petits résultats qu'on peut utiliser de manière relativement classique. C'est là. Donc toujours avec une loi normale de moyenne mu et d'écart type sigma. Eh bien, la première chose, c'est que la probabilité que x soit inférieur ou égal à mu, cette probabilité-là, c'est 0,5. Évidemment, c'est 0,5. Pourquoi? Par symétrie de la cloche autour de mu, autour de la droite d'équation x égale mu. D'accord? Si j'illustre. La probabilité que x soit plus petit que mu, eh bien, c'est 0,5 puisque l'aire totale bien sûr vaut. Et puis, il y a des intervalles relativement classiques qu'il est bon de connaître. Typiquement, la probabilité que x soit compris entre mu moins sigma et mu plus sigma, cette probabilité-là, c'est à peu près 0,68. En fait, là, donc j'ai mu moins sigma, mu plus sigma, ça correspond à quoi cet intervalle-là? Eh bien, je vais de sigma à gauche, autour de mu, et de sigma à droite. Autrement dit, je veux la probabilité que x soit dans cette zone-là. D'accord? Donc là, je vais avoir mu moins sigma, mu plus sigma. Eh bien, dans ce cas-là, cette probabilité vaut à peu près 0,68. Il y a à peu près 68% des valeurs qui seront entre mu moins sigma et mu plus sigma, dans un intervalle de demi-largeur sigma. Ça, vous pouvez l'utiliser de façon directe. Par exemple, si je prends l'exemple de tout à l'heure où x suivait la loi normale de paramètre mu égale 10 et sigma carré égale 2 au carré, eh bien, on a calculé tout à l'heure que la probabilité que x soit compris entre 8 et 10, c'était à peu près égal à 0,68. D'accord? Pourquoi? Parce que 8 c'est 10 moins 2. 8 et 12, excusez-moi. Parce que 8 c'est 10 moins 2 et 12 c'est 10 plus 2. Mu moins sigma, mu plus sigma. D'accord? J'espère que c'est clair. Et de la même façon, eh bien, on peut prendre avec 2 sigma. Alors pour 2 sigma, on va obtenir à peu près 0,95. En fait, ça on peut l'utiliser. Ce n'est pas tout à fait 2 qui nous donne 0,95. On a vu dans la partie précédente qu'en fait c'était 1,96 qui est quand même très proche de 2. Et puis à 3 sigma, donc moins 3 sigma plus 3 sigma, eh bien, celle-là, c'est 0,997. Autrement dit, 99,7% des valeurs de ma variable aléatoire vont être dans l'intervalle mu moins 3 sigma, mu plus 3 sigma, c'est-à-dire 99,7% de mes valeurs vont être à une distance de mu inférieure à 3 sigma. D'accord? Là, je vais avoir mu plus 3 sigma, mu moins 3 sigma. Là, je vais avoir 99,7% de mes valeurs ici, c'est-à-dire pas l'intégralité de mes valeurs, évidemment, mais quand même un bon paquet. C'est extrêmement rare pour une loi normale de dépasser 3 sigma. C'est possible, attention, c'est pas impossible. Il y a 0,3% de chance. Mais c'est très rare. Eh bien voilà, vous savez tout ce qu'il faut savoir donc, sur la loi normale. Donc, on se rappelle donc les paramètres mu, sigma carré. Donc on fait attention que c'est bien sigma au carré qu'on met comme paramètre. Si le deuxième paramètre c'est 25, ça veut dire que sigma vaut 5.
Ensuite, on centre et on réduit. Z égale x moins mu sur sigma. Ça suit une loi normale centrée réduite. X moins mu, je centre. Je divise par sigma, je réduis. Grâce à ça, on peut faire des calculs en utilisant ce qu'on connaît sur la loi normale centrée réduite. Notamment, on verra en exercice pour résoudre des questions un petit peu théoriques. Typiquement, on va chercher à déterminer la valeur de sigma pour que la probabilité que x soit dans tel intervalle soit de temps, par exemple. On centre et on réduit. Et enfin, à la calculatrice, on fait attention que dans la Casio, les mu et sigma dans les paramètres sont permutés. On commence par mettre sigma et après, on met mu. Voilà. Eh bien, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à bientôt pour la suite et la dernière partie de ce cours. Merci de votre attention.